17h10, nous sommes le lundi 7 février 2022. Bienvenue dans la Mosaïque. Au cours de la dernière heure de notre émission, cet après-midi, on va vous présenter la chronique politique américaine avec Raphaël Jacob. On parlera du Canada qui est sur toutes les lèvres aux États-Unis. On va aussi vous parler de lutter contre les changements climatiques, une pétrolière à la fois. On en discute avec Josée Provençal, doctorante en sciences politiques environnementales de l'Université d'Ottawa. Et on vous parle d'un ver marin capable de révolutionner la médecine et le parcours d'un chercheur devenu industriel, Dr Frank Zal, cofondateur de Emarina. Bonjour tout le monde, bon lundi, c'est Serge Olivier qui vous parle et qui vous accompagne jusqu'à 18h. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end où vous avez été en mesure de vous protéger du froid. Mais là, ma foi, ça va bien. Il fait toujours 2 degrés présentement au centre-ville de la métropole à 17h11. Février, bien sûr, c'est le mois de l'histoire des Noirs. C'est aussi le mois du cœur. Pensez à toutes ces maladies du cœur et comment ça affecte notre société. C'est aujourd'hui, lundi 7 février, la journée nationale du fettuccine Alfredo. Avis aux épicuriens et aux amateurs de fettuccine Alfredo. On va maintenant jeter un coup d'œil aux prévisions de la météo, mais cette fois pour demain, un peu partout dans le centre, le sud et le sud-ouest de l'Ontario, en commençant par l'est du lac Ontario, où on aura 30% de probabilité d'averse de neige, avec un maximum de 0 pour Kingston et Belleville, refroidissement éolien, -8 le matin. Pour l'ouest du lac Ontario, 30% de probabilité d'averse de neige, avec un maximum de -1 pour Toronto et Mississauga, refroidissement éolien de -9. Pour la péninsule du Niagara, 30% de probabilité d'averse de neige avec des vents de l'ouest à 20 km/h avec rafale à 40 le matin. Pour Niagara Falls et St. Catharines, on prévoit un maximum de -2, refroidissement éolien près de -12. Pour le sud de la baie Georgienne maintenant, quelques averses de neige cessant en mi-journée, nuageux par la suite avec 30% de probabilité d'averse de neige. Pour Pénétanguishene et La Fontaine, on prévoit un maximum de -4, refroidissement éolien -14 le matin, -8 en après-midi. Pour le nord du lac Erie, 60% de probabilité d'averse de neige tout le matin. Pour London et Stratford, on prévoit un maximum de -5, refroidissement éolien près de -13. Et finalement, pour le sud-ouest, alternance de soleil et de nuages avec des vents du sud-ouest à 20 km/h avec rafale à 40 en mi-journée. Pour Windsor et Sarnia, on prévoit un maximum de -4, refroidissement éolien près de -14. Dans quelques instants, on vous parle donc de ce ver marin qui a un nom scientifique incroyable, mais qui pourrait vraiment révolutionner la médecine. On va en parler avec Dr Frank Zal. Auparavant, on écoute Étienne Fletcher avec L'intrus. C'est une peine perdue, voir que ce n'était pas moi l'intrus. Le dommage est fait, qu'il s'en
Un ver marin pour sauver des vies et révolutionner la médecine. Pas le ver lui-même, mais plutôt son sang. Un chercheur français, le docteur Frank Zahl, a découvert que le ver Arinicola marina pouvait, grâce aux qualités de son hémoglobine, fournir des solutions à bien des problèmes médicaux d'importance. J'ai le plaisir de l'accueillir à notre émission cet après-midi. Monsieur Zahl, bonjour. Bonjour à vous. Je pourrais presque dire rebonjour, puisque cette même émission d'après-midi, sous un autre nom, vous avez reçu en 2014 de l'eau à couler sous les ponts de puits et sur les plages que vous arpentiez à l'époque. On voulait donc prendre des nouvelles. Si on veut résumer, vous avez découvert que le ver marin Arinicola pourrait, sous certaines conditions, remplacer l'hémoglobine humaine et donc révolutionner la médecine. Dites-nous d'abord, quelle qualité possède le sang de ce ver? Alors, ce ver, en fait, possède l'ancêtre de nos globules rouges, de notre hémoglobine, en fait, qui est la nôtre, est contenue dans des globules rouges, alors que cette molécule de ce ver marin est extracellulaire, donc elle n'est pas contenue dans des globules rouges. Ce sang est universel, il n'y a pas de typage sanguin, et puis, en fait, ça fonctionne à différentes températures, et surtout, on peut le lyophiliser. Donc, on est capable aujourd'hui d'avoir l'équivalent d'une poche de sang, mais en poudre, donc dans lequel, en fait, on met de l'eau pharmaceutique pour recréer, en fait, du sang normal, en fait, qui pourrait être transfusé, en fait, à tous les groupes sanguins. Donc voilà, donc énormément de potentiel autour de cette molécule. Et il faut savoir que ce ver, il est très très ancien parce qu'il est apparu sur Terre il y a 450 millions d'années. Ah, Et notre ancêtre commun, qui était en l'occurrence une femme qui s'appelait Lucie, c'est 3 millions d'années. Donc vous voyez, en fait, les millions d'années qui nous séparent. Par contre, la molécule d'hémoglobine, en tout cas au niveau de la structure, est très très proche de celle de l'homme. l'histoire est telle que de biologiste, vous êtes devenu éleveur puis industriel. Expliquez-nous pourquoi. Alors oui, parce qu'en fait, pendant 15 ans de ma vie, j'ai travaillé dans un laboratoire en fait académique qui s'appelait le CNRS. Et en fait, c'est un laboratoire de recherche fondamentale. Et donc, à un moment donné, en fait, en fait, le boulot d'un chercheur, c'est de faire des découvertes, et puis à un moment donné, de publier ses résultats. Donc, c'est ce que j'ai fait, mais ça me permettait pas d'aller tester l'hypothèse que ça marchait dans des essais cliniques ou chez les humains. Donc, je me suis dit que finalement, je voulais accompagner ma recherche de la découverte sur la plage jusqu'au bloc opératoire et jusqu'au chevet du patient. Donc j'ai décidé à un moment donné de quitter la fonction publique pour créer mon entreprise parce que j'avais une envie de faire toute la démarche de A à Z. Dans le monde médical, certains ont décidé d'aller de l'avant et c'est à l'hôpital de Brest, en France, qu'ont eu lieu les premiers essais cliniques de cette molécule marine. Comment la collaboration s'est-elle déroulée? Alors tout naturellement, c'est-à-dire que moi venant de la recherche, tous les résultats en fait ont été publiés dans des journaux, ce qu'on appelle des journaux à comité de lecture. Et puis bien évidemment, étant de Morlaix, donc pas très très loin de Brest, il y a eu en fait une attraction particulière pour les médecins brestois qui ont entendu parler de la technologie et qui se sont dit, bah écoute, nous on est prêts à aller de l'avant. Il y a un manque en fait aujourd'hui de ces molécules dans le domaine médical, et donc si tu le souhaites, on peut passer un accord de collaboration et on travaille sur tes molécules pour démontrer le bénéfice de ces produits en fait dans le domaine médical. Et c'est ce qui s'est passé. À l'automne dernier, l'Institut Amrita des sciences médicales de Kochi, en Inde, a réalisé une double greffe des membres supérieurs qui avaient été sectionnés lors d'un accident sur un patient de 34 ans grâce à votre produit Hemo2Life. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu le résultat de vos travaux dans le sourire de cet homme qui retrouvait ses bras? Alors c'est toujours exceptionnel parce que en fait, donc bien évidemment, vous n'avez pas toutes les photos. Moi, j'ai toutes les photos de l'opération et c'est quelque chose il faut penser qu'il y a 40 personnes, 40 chirurgiens dans un bloc opératoire, un donneur sur lequel on va prélever en fait ses avant-bras, qu'on va greffer en fait au receveur, et tout ça en simultané. Et donc moi, j'ai été épaté, en fait, vraiment épaté. C'est quand j'ai vu le membre en fait qui a été perfusé avec le produit, où les doigts en fait bougeaient même avant la connexion, tout simplement parce qu'on leur donnait l'oxygène qui était nécessaire en fait au métabolisme. Et quand vous voyez en fait une personne vous pouvez imaginer en fait ce pauvre paysan qui avait été électrocuté, qui a perdu ses deux avant-bras et qui retrouve le sourire et qui aujourd'hui en fait peut bouger en fait les mains, les doigts, etc. Vous dites que vous participez à quelque chose, et surtout en fait tout le travail qui était en amont de recherche fondamentale aboutit à des résultats cliniques. Et c'est extraordinaire parce qu'en fait, encore une fois, moi, quand j'étais chercheur, je me baladais sur ces plages pour essayer de comprendre comment le ver respirait entre la marée haute et la marée basse. Et finalement, vous aboutissez à ce genre de résultat qui est extraordinaire.
À part les greffes, à quelles autres applications pourraient servir les qualités de Emo2Life et quelles sont les prochaines étapes pour la société Emarina? Alors, il y a plusieurs applications, parce que vous avez bien compris que cette molécule était capable de délivrer de l'oxygène au niveau de la cellule, au niveau du tissu, de l'organe ou de l'organisme. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on développe aujourd'hui des applications dans le domaine de la cicatrisation, dans le domaine en fait des maladies parodontales, des périimplantites, de la transfusion sanguine. Donc en fait, c'est quasiment infini les applications. Tout à l'heure, j'étais encore avec des personnes au Canada qui souhaitent en fait développer la molécule, notamment à Montréal, qui souhaitent développer la molécule dans le domaine du cancer. Voilà, donc il y a énormément d'applications potentielles, tout simplement parce qu'on sait comment délivrer de l'oxygène à l'échelle au niveau physiologique. Aujourd'hui, les prochaines étapes, bah, c'est des étapes de lancement de notre premier produit qui s'appelle Emo2Life, et puis bien évidemment lancer les autres produits, les développer. Il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer sur la structuration de la société, sur le financement de la société, sur en fait le lancement de produits. Donc c'est une super aventure là qui s'ouvre à nous en 2022, parce que en fait ça va être un autre métier, vendre des produits, développer d'autres produits, continuer les collaborations avec tous ces hôpitaux et ces universitaires. Voilà, pour moi, j'ai l'impression de vivre un rêve, même si en fait l'entrepreneuriat c'est pas quelque chose d'aisé, parce que bien évidemment on règle des problèmes tous les jours, mais c'est vraiment une sacrée aventure. Quel regard jetez-vous sur votre parcours depuis le moment où vous avez découvert le potentiel du sang de l'arénicole jusqu'à aujourd'hui? Ben déjà, déjà c'est une belle aventure humaine, entrepreneuriale, scientifique, etc. Je pensais pas que ça allait être si long pour mettre un produit sur le marché, parce que on développe une innovation de rupture totale. Donc tout ce que je vous raconte là, tout ce que vous dites, on n'est pas en fait, on n'est pas en train de copier quelqu'un. On a tout inventé, de la découverte sur la plage de ce verre jusqu'à l'industrialisation du process. Donc c'est un processus extrêmement long, qui passe par 3 phases. En innovation de rupture, ça passe par ces 3 phases. Au démarrage, pendant 5-6 ans, on va vous prendre pour un uluberlu qui va sauver en fait des gens à partir d'une hémoglobine de verre marin. Donc ça, c'est 5-6 ans, il faut tenir. Ensuite, c'est dangereux. Donc ça, il est en train de s'accrocher, donc ça, c'est la réglementation. Ça va durer aussi 5-6 ans. Et puis aujourd'hui, les gens me disent, mais j'y avais pensé avant toi, donc je savais que ce verre marin pouvait sauver des gens, et donc c'est pas une innovation. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire, c'est quelque chose qui va durer 15 à 20 ans. On arrive au bout de ce parcours-là, et donc j'espère que demain, ce produit sauvera des millions de vies. Docteur Franck Zal, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous cet après-midi. Je vous en prie, je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir.